Elliot, on est là pour enregistrer ton premier podcast, Breakable. Et je t'accompagne dans ce premier épisode pour te guider et que tu nous expliques au mieux les raisons de pourquoi tu as voulu créer ce podcast. Breakable, selon moi, c'est basé sur un besoin, une recherche de transparence, de vérité. Vérité par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu as vécu, à ce que tu ressens. Est-ce que tu peux déjà simplement m'expliquer pourquoi tu as ce besoin de vérité et de transparence vis-à-vis de toi-même? Déjà, on commence aujourd'hui avec les rôles inversés, vu que c'est toi qui m'interviews. On est là aujourd'hui, peut-être dans l'épisode 0, pour parler un peu de la chute en fait, que j'ai eue, de la quête de sens, de savoir qui j'étais plutôt en tant qu'homme, plutôt qu'Elliot, le joueur de hockey. Et de commencer à mettre des mots sur ce que j'ai vécu et de pouvoir peut-être dans le futur aider des personnes qui recherchent un peu plus qui elles sont vraiment, autre qu'être dans un schéma stéréotypé qu'on nous a demandé d'être. Donc voilà, un peu stressé, mais voilà, très excité de pouvoir enfin mettre, comme je l'ai dit, des mots et acter sur des sujets qui me passionnent, qui sont souvent parlés par des femmes, je trouve encore dans notre monde. Trop peu d'hommes parlent de ce genre de sujet. Et donc voilà, très fier aujourd'hui, très excité, en même temps très stressé. Ça va aller, ça va bien se passer. C'est comme un bon match. Il y a un peu d'entraînement, tu en auras besoin, mais ça va bien se passer. Tu nous parles de chute. Tu peux m'en dire plus sur ta chute? Quand je dis chute, c'est... alors on pourrait parler de tout ce qu'il faut faire pour aller aux Jeux Olympiques et essayer d'avoir une médaille. Après, je pense que j'ai pas vraiment envie de parler de ça. J'ai plutôt envie de parler de l'après. Alors l'après, c'était assez simple parce qu'on se retrouve en 2016. Je monte sur un podium olympique avec toute l'équipe. Très déçu de ne pas avoir la médaille d'or, mais en même temps très fier d'avoir une médaille olympique qui était un rêve de gosse. À 8 ans, j'avais déjà dit à mon père, aux alentours de 8 ans, j'avais déjà dit à mon père, je voudrais être dans ce stade olympique à la cérémonie d'ouverture et défiler sur le nom de la Belgique. Et puis si un jour on peut avoir une médaille, ce sera mon plus beau jour. Donc c'est quand même une consécration, oui, avant d'être une chute. Oui, c'est une consécration, mais en même temps, je me retrouve sur ce terrain en finale des Jeux Olympiques. J'ai 28 ans, donc c'est pas si vieux. Mais j'ai bizarrement un goût de trop aussi. Et à un moment, je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas mon dernier match avec l'équipe nationale? Comme ça, je peux enfin vivre. Vivre parce que j'avais l'impression d'être dans un schéma, dans une espèce de routine que j'aimais, en fait, que je détestais à la fois, tu vois. Mmh. Donc, je monte sur ce podium, la joie est là, et en fait, c'est comme si tu étais soulagé que c'était arrivé, tu vois. Parce que tu allais enfin pouvoir t'arrêter? Oui, et puis même encore aujourd'hui, je suis pas sûr que j'ai arrêté au bon moment. Ça a été très dur de les voir gagner la médaille d'or après à Tokyo, 4 ans plus tard, parce que c'était la même génération, mais en même temps, je pense que ça n'aurait rien changé à qui je suis en tant qu'homme. Je pense que le travail après cette médaille a été d'autant plus bénéfique pour moi que tout ce travail que j'ai fait pour y arriver sur ce podium. Donc voilà, et la chute, elle a été assez vertigineuse, même si au moment où tu descends de ce podium, tu crois que c'est bon et que tu vas pouvoir vivre pleinement ta vie. Et puis tu dis qu'on va commencer à avoir un job comme monsieur et madame tout le monde. Et donc j'ai commencé à postuler. Et puis je me suis rendu compte que c'était très difficile en Belgique d'avoir un job, même si tu disais que tu avais une médaille olympique, ça ne changeait rien parce qu'il faut avoir une expérience, travailler chez Deloitte, travailler chez PwC, chez ces gros-là, et de pouvoir avoir un job comme monsieur et madame tout le monde. Mais après je l'ai eu. Je me suis retrouvé en costume cravate de 9h à 18h dans un job qui n'était pas du tout fait pour moi. Et là commencent à se poser les premières questions.
est-ce que j'ai arrêté trop tôt? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je suis? En fait, je pensais que c'était bien d'avoir un ordi et d'être en costume cravate toute la journée. En fait, c'est pas ça. J'ai un enfant, j'ai envie de m'occuper de lui. Je suis pas beaucoup là pour lui. Je joue toujours au hockey, mais en club, et ça prend quand même toujours du temps. Donc, beaucoup de questions commencent à arriver. Et, et puis, ça descend de plus en plus bas, en fait. Si on... C'est intéressant ce que tu dis. Si on te demande aujourd'hui tu rencontres quelqu'un que tu connais absolument pas, comment tu vas te présenter en tant qu'homme? Aujourd'hui, je suis beaucoup plus... Alors, je pense que je serai jamais sûr de moi. C'est un travail pour moi d'une vie. Mais par contre, beaucoup plus sensible et fier de ma sensibilité. Ok. Dans le passé, je la prenais plus comme une faiblesse. Aujourd'hui, je le prends vraiment comme une force. Je fais beaucoup plus de choses justes. Le mot juste ne veut pas dire grand-chose, mais beaucoup plus de choses qui me ressemblent. Je t'ai rencontré il y a 5 ans, je pense, ici, quand tu bossais chez Fosbury. On s'était jamais croisés avant et il y a eu chez moi ce ressenti vis-à-vis de toi d'un homme très sensible, mais couvert et recouvert d'une couche de masculinité et d'une vraie couverture, en fait. C'est comme si tu étais sensible, mais tu ne te l'autorisais pas. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Parce que je comprends mieux pourquoi cette couche, elle était là. Et je trouve ça surtout beau que tu aies envie de l'enlever, cette couche. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment tu l'as enlevée. Je ne sais pas si elle est totalement enlevée. Après, comme je dis, je suis beaucoup plus moi aujourd'hui. Alors, je l'ai enlevée à travers... alors, j'ai beaucoup d'angoisse. Moi, mes angoisses, elles se représentent par... on va appeler, tout le monde dit que je suis hypochondriaque, mais c'est un peu ça. Beaucoup de peur d'avoir quelque chose de grave. Ok. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Donc j'ai vu beaucoup de médecins. Et d'ailleurs, je remercie mon médecin traitant, elle se reconnaîtra parce qu'elle m'aide énormément par rapport à ça. Mais ça, c'est la face visible du problème, en fait. Parce que t'as peur qu'il y ait une fin, t'as peur de la fin, ou t'as peur en tombant malade, pardon, t'as peur de quoi? Je sais pas, je sais pas de quoi j'ai peur. Oui, aujourd'hui, j'ai 2 enfants et j'ai peur de plus être là pour eux, ça clairement. J'ai peur de pas être le père là pour eux. Ça, c'est ma plus grosse peur aujourd'hui. Et Et t'as pas l'impression que ces peurs, justement, te prennent tellement de temps qu'au final, tu profites pas assez du moment présent? alors, elles m'ont bouffé plein de temps, beaucoup d'argent, d'aller chez le médecin tout le temps. Et en fait, toujours trouver que j'avais toujours quelque chose. Et j'ai toujours encore quelque chose. Même aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai quelque chose. Après, c'est apprendre à les gérer, de savoir d'où elles viennent. Mhm. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'ai vu des psys, des coachs, des chamans. Le développement humain, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Il y a une dame qui m'a extrêmement beaucoup aidé. Elle s'appelle Petit Verbeek et cette dame, c'est ma meilleure copine aujourd'hui. C'est pas une psychologue classique, c'est pour moi, je sais même pas ce qu'elle est en fait. Et c'est une femme extraordinaire. Elle aide beaucoup de jeunes filles anorexiques. Et moi, je l'ai rencontrée un jour, pas par l'anorexie, mais via ma femme. Et cette femme m'a fait prendre conscience de l'importance d'étudier son arbre généalogique, de comprendre de tout ce qui vient de plus haut, Mhm. de l'impact du bagage que tu portes, enfin de On t'a l'impact, transmis. voilà, de ce qu'on m'a transmis de plus haut et du bagage que tu portes aujourd'hui. Si je prends par exemple mon hypochondrie, c'est clairement via ma maman que je le porte. Alors je lui en veux pas, mais ça vient clairement de son côté parce qu'elle est comme moi. Mhm. Euh, Elle te l'a transmis. Voilà, et j'avais une relation avec ma maman qui était très fusionnelle.
qui est une maman, j'ai des parents qui m'ont éduqué comme des parents extraordinaires, mais peut-être qu'à long terme, la fusion avec ma maman était quelque chose qui me bloquait dans mon développement personnel. Donc, il fallait que je travaille sur ça, sur, sur savoir d'où venait cette hypocondrie, et puis d'essayer de commencer à trouver des choses qui pouvaient m'aider à aller mieux, et surtout à continuer à savoir qui j'étais. Est-ce que tu as des moments où tu te sens heureux à 100%? Déjà, quand mon médecin m'annonce Que que t'as j'ai rien? rien, mais je vais toujours 2 jours après trouver qu'il y a quelque chose. Non, il y a des moments où je suis heureux, oui. Aujourd'hui, je suis plus en train de faire des choses qui me passionnent et qui m'intéressent vraiment. Voir mes enfants heureux, ça me rend vraiment heureux. J'ai une petite famille avec 2 enfants, une femme extraordinaire et un chien magnifique. et, euh, et j'ai besoin que de ça aujourd'hui. J'ai plus envie de me retrouver dans une routine métro, boulot, dodo. Par contre, l'argent fait peur, donc il faut aller le chercher quelque part. Mais donc, dans des projets comme celui-ci, ça m'excite beaucoup plus de dire que je peux gagner ma vie peut-être un jour avec des projets qui ont un impact sur le monde, sur des gens, et qui peuvent peut-être aider à l'avenir même une personne. Je pense que ça me rendrait très heureux. Et, euh, et cette quête que tu as vis-à-vis de toi-même, est-ce que c'est quelque chose que tu assumes depuis le début? Ou est-ce que ça aussi, ça a pris du temps d'accepter en fait que tu avais simplement envie de mieux te connaître? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, inné chez un homme de faire ce travail d'introspection, je dirais. Je pense que c'est probablement un peu plus féminin de se poser tellement de questions sur qui on est, sur ce qu'on veut faire dans la vie. En tout cas, c'est toujours plus entendu d'une bouche d'une femme qu'elle est dans le doute. Elle va plus vite l'assumer qu'un homme. Comment toi, t'as vécu ce besoin-là? Au début, je n'étais pas fier de le dire, parce que tu te retrouves... je me retrouve ici d'ailleurs chez Fosbury en tant que sales manager. Ça fait 3 ans. Je commence à me rendre compte qu'on rentre dans notre nouvelle maison. Je me brûle aux pieds. C'est il y a 4 ans, je me brûle aux pieds avec de l'eau chaude. Et de là, tout a commencé, mais d'une manière très profonde, très forte. Tout a commencé négativement. Mes angoisses sont redevenues beaucoup plus fortes. Euh, savo- Après, à savoir, est-ce que j'étais vraiment heureux au boulot? Est-ce que la vie que j'avais, que je menais, était vraiment la bonne? Et au début, non, tu dis rien. Au début, tu dis rien, tu dis bon, ça va aller, ça va durer 2, 3 semaines, et puis on va reprendre un boulot et ça va être très bien. Et puis je me suis retrouvé ici dans un meeting où on m'a reproché beaucoup de choses et je me suis dit ok, stop, j'arrête ce boulot parce que si je continue comme ça, je vais aller droit dans le mur. Donc de là, tout a commencé, alors que j'en ai parlé à des amis, non. J'en parle très peu. J'ai très peu d'amis masculins, enfin d'hommes, pardon, à qui j'en parle, presque personne en fait. Plus à des femmes. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon côté féminin. Te dire que j'étais fier de me retrouver au chômage pendant un an et demi, 2 ans, non. Très peu fier de le dire que j'étais au chômage, mais c'est une période de ma vie que je regrette pas, parce que si j'étais pas passé par là, je serais dans le mur. Alors si je souhaite pas tout le monde de se retrouver au chômage, mais comme je l'ai dit, à mon avis, j'avais besoin de ce temps, et c'est pas que j'ai rien fait pendant ce temps-là, c'est que tu fais plein de choses, tu touches à plein de choses, donc j'ai eu des idées de projets par milliers. C'est aujourd'hui, par exemple, c'est vraiment le premier que je prends vraiment en main et que j'acte. Ma femme m'a toujours dit, il est temps que tu actes. Aujourd'hui, j'acte. Et j'en suis fier. Après, je ne sais pas où tout ça va m'amener, mais j'avais besoin de parler de tout ça et de parler de tous ces sujets dont on va parler plus tard dans les podcasts à venir. Est-ce que tu penses que ton entourage fait aussi que tu as pu finalement te poser dans un projet? Est-ce que ce podcast, c'est une idée que ta femme soutenait directement? Est-ce que les autres idées, elle voulait en discuter avec toi aussi? Elle les trouvait logiques et sensées? Enfin, Elle a toujours été... elle me suivra toujours partout, là où je veux aller. Elle a entièrement confiance en moi. C'est juste qu'à la fin, elle ne me croyait plus. Et ce que je peux comprendre, je me suis levé 10 000 matins avec 10 000 idées de projets différents et rien n'aboutissait à quelque chose. Alors on va toujours dire, oui, il y a un moment, la peur de l'argent.
parce qu'on va dire, ouais, l'argent, ben, ça nous bloque. En fait, c'est un obstacle assez faux parce que si tu veux le trouver, tu peux le trouver. Et donc voilà, et donc oui, elle était derrière moi, elle ne me croyait pas. Aujourd'hui, je viens de lui envoyer une photo qu'on allait commencer. Et je pense qu'elle est fière parce que voilà, on a acté, on a commencé quelque chose. Et je suis sûr que c'est la première supportrice, pardon. Donc, C'est ouais, important. bah oui, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais sans une femme à la maison qui est aussi forte, bah, je serais peut-être pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je trouve ça intéressant de faire la différence et le rapprochement en même temps du fait que tu étais un athlète qui ait participé aux Jeux Olympiques, donc qui quand même nécessite une force physique qui est plus élevée que la norme, mais en même temps que tu sois fait de cette sensibilité extrême que tu as même presque du mal à gérer. Est-ce que selon toi, tu as mis cette sensibilité de côté jusqu'à la réception de cette médaille et puis à un moment donné, elle était juste trop présente pour que tu ne puisses continuer à t'asseoir dessus. Ou elle était toujours là, mais elle se transformait au travers d'autres éléments ou d'autres agissements de ta part. Elle a toujours été là. Après, elle est fort passée aux yeux des coéquipiers avec qui je jouais, plus en mode. Elliot est toujours négatif, tu vois. Quand tu es sensible, tu sens un peu plus les choses que les autres. Tu as l'impression de te dire que tu vois la solution et donc tu le dis haut et fort. Mais ça dérange souvent et donc tu passes pour quelqu'un de négatif. Donc elle a toujours été là. Je ne l'ai peut-être pas autant mise en avant, autant utilisée, parce que j'avais peur d'être de nouveau le mauvais gars de l'équipe. Mais aujourd'hui, je l'utilise beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que sans cette sensibilité, pardon, j'aurais jamais rien créé. Voilà, donc les gens qui disent que les hommes sensibles ou les femmes sensibles est une faiblesse, ben, c'est un gros défaut. Je pense que ça vaut également pour l'anxiété. L'anxiété, c'est une sorte de pouvoir, il suffit de juste savoir l'utiliser. Parce que je te vois anxieux, mais on voit que tu as l'envie d'en faire quelque chose, d'en faire un moteur presque. Ben, anxieux, comme je l'ai dit, à mon avis, je serai toujours anxieux. De nouveau, et comme tu dis, j'ai envie de l'utiliser d'une manière différente. Mais ouais, je sais pas, c'est peut-être. J'ai en tout cas envie d'utiliser cette anxiété pour pouvoir créer des choses et pour pouvoir surtout me dire qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, ici sur Terre, dans notre génération, on va dire 30-40 ans, qui ont des angoisses, qui ont des peurs, et de pouvoir se dire entre nous qu'en fait ça va aller, qu'il faut juste prendre étape par étape, en parler, mettre des mots dessus, comprendre d'où ça vient, et puis d'essayer de trouver qui on est vraiment. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est de pouvoir, si je peux moi aider des gens à savoir qui ils sont vraiment, être alignés avec la personne dont ils doivent être, leur mission de vie, chercher leur mission de vie en tant qu'homme et femme, pas juste pour savoir quel est leur job de rêve, savoir qui ils sont vraiment en tant qu'homme et femme, c'est vraiment l'objectif que j'ai actuellement. Est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un? Je sais pas si j'ai fait du mal. J'ai sûrement blessé quelqu'un quand je me sens. Non, parce que je suis quelqu'un de très gentil, peut-être trop gentil parfois. Oui, après, peut-être à travers plutôt des disputes à la maison où je dis des choses méchantes. Ok. Après, non, quelqu'un faire du mal, j'aime pas ça. Tu vois. J'aime pas l'injustice, j'aime pas blesser les gens. Sauf quand, par exemple, on va aller me titiller dans un sujet ou dans une remarque pas juste, tu vois. Là, ça va me rendre un peu nerveux et je vais répondre du tac au tac. Mais méchant, non. D'accord. Mais te titiller, ça peut être te parler de vérité que t'as pas envie d'entendre aussi? Oui et non. Ma femme fait ça souvent, mais peut-être d'une manière trop agressive, mais
Ça, elle le sait. Mais oui, c'est vrai que mais personne aime qu'on mette son nez dans son caca. Et en fait, il faut peut-être avoir les bonnes personnes en face de soi pour pouvoir justement évoluer et savoir pourquoi ça te fait si mal, tu vois. Quand tu prends un peu de hauteur et tu te regardes il y a 10 ans par rapport à ce que tu représentes selon toi aujourd'hui, est-ce que tu es la même personne? Du tout. Du tout. Il y a 10 ans, j'étais quelqu'un qui... en fait, ça fait presque... Non, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on a cette médaille olympique. J'étais quelqu'un qui pensait que au hockey, qui à mon avis cache, qui était surtout le petit-fils de sa maman encore, à 25 ans. Quelqu'un qui ne savait pas qui il était vraiment. Donc non, pas du tout le même. Et aujourd'hui, très content de savoir qu'il... Avec du recul, en fait, je me demande si j'aurais pas fait autre chose dans ma vie. Je sais pas si... je suis très fier de cette médaille olympique. Oui, tu l'as tatoué quand même. Ouais, après, je sais pas si s'il fallait la tatouer. Après, oui, c'est un chouette tatouage, mais la médaille, elle est au fond d'une armoire. Elle n'est pas Et encadrée elle n'est dans pas le salon. encadrée. Et je suis plus fier de l'après du post-olympique que de la médaille olympique en tant que telle. Est-ce que justement, ce après, c'est quelque chose dont tu as pu parler avec tes coéquipiers? Ça se dit comme ça? Ouais, mais non, on en parle beaucoup. Et dans le sport, d'ailleurs, tout ce qui est... Postpartum. non, mais tout ce qui est déjà entre hommes, on parle très peu quand on est mal. Parce que l'homme, il ose pas dire à un autre homme qu'il est faible, tu vois. Encore aujourd'hui? De moins en moins, enfin, de moins en moins, mais encore beaucoup. Qu'est-ce qui fait ça? C'est notre société, pour moi, qui a créé... qui a dit que l'homme devait être quelqu'un de fort, l'homme qui devait gagner de l'argent, qui devait aider sa famille, euh, qui devait avoir un bon job, euh, qui devait assurer tout ce côté financier à la maison. Et en fait, la femme, c'est elle qui doit faire les courses, cuisiner. C'est encore fort comme ça. C'est quand moi je me suis retrouvé pendant 1 an et demi au chômage et que j'allais chercher mes enfants à l'école, bah, ça fait bizarre d'avoir un père à 3h20 à la grille de l'école, tu vois. T'as beaucoup de mamans. C'est dire que t'es père au foyer, personne, j'étais pas fier de le dire, alors que je trouve ça un job aussi beau. Pour la femme que pour l'homme, exactement. Donc ouais, c'est encore assez tabou ce sujet entre hommes. c'est c'est marrant parce que moi, j'ai pas ce ressenti. Du coup, j'ai l'impression que les femmes ne vous voient pas de la même manière que vous voyez. Tu vois, je pense qu'on est beaucoup plus ouverte au fait que vous soyez sensible, que vous n'osiez vraiment le faire au fond. Donc je trouve ça bien que tu passes le cap, euh, parce qu'il faut montrer le chemin. Si tu pouvais évoquer un premier sujet, un premier élément qui est important pour toi dans ta quête de transparence vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de la masculinité et de l'aspect féminin chez un homme, quel serait le premier sujet que tu aurais envie de mettre en lumière? Justement, tu l'as dit, c'est clairement ce côté féminin de l'homme qui a été, euh, qui a été en fait éteint, qu'on n'utilise plus en fait. Moi, j'ai peut-être ce côté féminin chez moi. Ou qu'on n'a juste jamais osé utiliser. Oui, mais parce que justement, on a mis l'homme dans des cages, Ouais. pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui a fait que maintenant, c'est beaucoup, on met beaucoup la femme au pouvoir, tu vois. On met la femme en avant. Il y a des groupes de parole de femmes. euh, des Mais groupes quitte à même en à ce que ça excluant. se transforme et que la femme ait un côté masculin qui soit plus développé que le côté féminin. C'est, par exemple, Tout à j'en fait. suis le premier exemple, j'ai un côté masculin qui est bien plus important que mon côté féminin. Ouais, Et c'est un problème. ouais, parce que mais même le côté masculin de la femme, on l'utilise pas beaucoup, hein. Non. Donc non, moi, parce que je parlais de ce côté féminin, mais mon rêve maintenant, c'est de rentrer dans des groupes de parole qui sont limités aux femmes. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas l'homme? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de Mais peut-être, brainstormer ensemble et de pouvoir d'abord peut-être... Je crois plus dans le fait de libérer d'abord l'homme pour que la femme soit ensuite plus heureuse. Comme je dis maintenant, il y a une prise de conscience qui est plus faite par les femmes, alors que pour moi, le travail est plus à faire chez l'homme.
pour pouvoir rendre la femme plus heureuse. Peut-être attaquer l'homme en premier serait un premier step. Comment se positionne justement ta femme, elle, vis-à-vis de cette quête? Je pense que premièrement, elle en est fière. Ça a été très compliqué au début parce que on est dans une société, comme je disais, où c'est vrai que retrouver son mari à la maison tous les jours, c'est pas normal, tu vois. Faut trouver, c'est vrai, une certaine stabilité aussi, mais c'est pas normal de pas avoir de job. Donc au début, ça a été assez compliqué. Tu veux dire de pas avoir de job alors que tu es en pleine santé et que... Et que pourquoi Elliot, tu trouves pas quelque chose pour faire quelque chose? Mais non, je voulais pas faire quelque chose pour faire quelque chose. J'avais besoin de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et les gens, c'est comme, pour moi dans ma vie, c'était très simple. Je me battais pour quelque chose de très défini, très clair. C'était un jour aller aux Jeux Olympiques ou avoir une médaille olympique. Quand tu sors de ça, après, tu te dis, ok, quel est le next step? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le nouvel objectif? Et te dire, oui, gagner de l'argent pour nourrir ses enfants, c'est un objectif. Mais pour moi, ça n'en est pas. Je dois me lever le matin avec de la passion, je dois me lever le matin avec l'envie d'aller faire quelque chose et de me dire que l'objectif, même s'il doit prendre 10 ans, je m'en fous, mon moment il est clair. Et j'avais plus cet objectif. Et donc la quête de ce nouvel objectif, il est toujours pas là en fait, il est toujours pas clair. Il se dessine de plus en plus. Et donc pour ma femme, pour revenir à ta question, c'était dur au début. Mais le fait d'avoir moi évolué, je suis sûr que ça a eu un impact sur elle. Ça a rayonné d'une certaine manière. Et ça a fait qu'elle a fort évolué aussi. Et je nous trouve beaucoup plus connectés maintenant en tant que couple, même si j'ai jamais remis en question notre couple en tant que tel, je nous trouve beaucoup plus forts maintenant qu'avant. Et c'est pas pour donner des leçons de couple, pas du tout, parce qu'il y a des ups and downs dans tous les couples. Mais j'en suis fier de voir cette force qu'on a et cette puissance qu'on a. Et c'est sûrement dû au fait que j'ai travaillé sur moi. Et que c'est pas fini. Non, et c'est mon avis sur le développement personnel, c'est chacun doit... Parce que je crois, je recommence ma réponse, c'est que je ne dis pas que je suis mieux qu'un psy, loin de là. Ces gens font des études pendant des années, donc sont très doués. Mais je crois pas trop dans un thérapeute de couple, tu vois, par exemple. Moi, je crois plus dans le fait que chacun doit évoluer de son côté et chaque fois tirer l'autre vers le haut. Et puis, si à un moment, l'autre n'évolue pas et qu'il y a une trop grande différence, ben là, il faudra un moment se poser les bonnes questions. Et souvent, quand les choses sont bien faites, ben, l'autre personne va évoluer aussi. Et c'est constamment essayer de se challenger et de faire grandir l'autre en grandissant soi-même. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais... Si, c'est français en tout cas. Non, mais c'est très clair et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, clairement, c'est pas forcément quelque chose qui a été mis en avant au niveau de la société et de notre génération. J'ai plus tendance à croire qu'en effet, c'est l'homme qui doit soutenir sa famille et la femme peut être un peu plus faible. C'est la raison pour laquelle il y a tout ce combat qui se passe aujourd'hui. Ben, regarde, dans notre société, dans le petit monde du hockey dans lequel je vis, le mercredi après-midi, tu vas dans tous les clubs de hockey, tu vois presque que les mamans. Alors oui, il y a aussi beaucoup de pères, mais 60-70%, c'est que des femmes qui sont là parce que c'est elles qui doivent aller chercher les enfants le mercredi midi, aller au hockey avec eux. Donc, les rôles sont toujours encore bien ciblés, tu vois. Ouais, je confirme. Même si ça change, mais c'est encore beaucoup le cas. Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui, hormis de tomber malade? Déjà, c'en est une. Mais des fois, je ne suis pas fier de le dire parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Et il y a un gars qui m'inspire énormément, c'est Gilles Van Der Speck, qui a créé le profitivisme, qui est réellement malade, mais en fait, tu n'as pas l'impression qu'il est malade, tu vois. Et des gars comme ça, moi, ça m'inspire à mort parce que je me dis, putain, mais t'imagines, toi, tu es en train de te lever chaque matin en pensant que tu as quelque chose. Lui, il a vraiment quelque chose, mais regarde comment il est. Il vit, et d'ailleurs, il a l'air en pleine forme. Il vit peut-être plus que toi. Et en fait, il profite même plus de la vie que moi.
Et il m'a un jour dit, d'ailleurs, j'avais parlé avec lui, je buvais un café, et il me disait, tu sais qu'Eliott, il y a des gens qui sont vraiment pas malades, mais qui sont vraiment moins bien dans leur peau que moi Bien aujourd'hui. sûr. Et je le crois vraiment, et ça a quand même eu un gros impact sur moi. Mais non, mais au final, je gère mieux cette hypochondrie. Non. Donc, ma plus grande peur, c'est de perdre un de mes enfants. Je suis toujours dans l'extrême, mais c'est ça. Est-ce que tu as l'impression d'être drivé par la peur, d'agir contre tes peurs? Non. Non, oui et non. Peut-être que je fais plein de choses dans la vie en me disant, ben, c'est peut-être la dernière fois. Donc oui, c'est d'arriver d'une certaine manière par la peur. Et non, parce que ce qui se passe, je crois pas en Dieu, mais je crois dans les énergies et je me dis ce qui doit se passer se passera. Et donc ça, c'est contradictoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu as peur de tomber malade et tu vas tout faire pour que ce ne soit pas le cas et t'assurer que ce n'est pas le cas. Mais si ça arrive, c'est parce que ça doit arriver. Ouais, pour le moment, je sors peut-être encore des belles phrases, tu vois. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça parle sur toi. Ça veut dire que tu veux combattre cette hypochondrie, tu veux aller au-delà, mais ça reste dans un coin de ta tête, quoi. Ouais, c'est comme je te dis, je pense que les angoisses resteront. C'est juste comment tu les gères. Mais c'est pas facile tous les jours parce qu'il y a des moments où c'est plus fort que d'autres et ça revient et tu dis, oh non, j'ai pas envie de me retrouver comme il y a 4 ans, tu vois. Et donc j'essaie de faire... Il y a plein de choses qui m'aident dans le day-to-day aujourd'hui. Pour dès qu'une angoisse vient, j'essaie de la casser, tu vois. Et je parle toujours... il y a un ami qui m'a beaucoup parlé de ce livre avec ce Monkey Mind, tu vois. Cette petite voix, en fait, qui peut te bouffer de jour en jour, mais pour plein de choses. Et j'essaie de chaque fois la contrer avec plein de petites choses que je fais. Que ce soit aller... je m'entraîne peut-être aujourd'hui, peut-être même plus dur physiquement que quand j'étais en équipe nationale, parce que je me rends compte du bienfait mental que ça me fait, et physique, bien évidemment. Je parle beaucoup plus... je pense que si au niveau de mes amis, je ne suis pas quelqu'un je m'entends bien avec tout le monde, je pense que je suis quelqu'un d'assez social, mais je n'ai pas besoin d'avoir 40 bons amis, tu vois. C'est beaucoup plus ciblé, les personnes avec qui j'échange des choses profondes. J'ai pas besoin de faire des dîners tous les vendredis avec les mêmes personnes et de replanifier le vendredi soir le même dîner 2 semaines après avec les mêmes. Donc, j'ai besoin de juste faire des choses qui me font du bien. Et qui font du sens. Voilà. Et ça peut aller dans un ice bath le matin ou prendre une douche froide et quand ton monkey mind il te dit ben non, on va pas dans la douche froide, t'es dans le chaud, pourquoi tu vas aller dans le froid? Et en fait, chaque fois le battre, tu vois, ça, je pense que toutes ces petites choses-là m'aident au day-to-day. Mais il n'y a pas que le bain froid. Hein. Il y a, comme toi, comme parler avec toi aujourd'hui, ben, c'est des choses qui me font du bien. Et donc, essayer de toujours trouver des choses qui te rendent heureux, en fait. Comment est-ce que, selon toi, en tant qu'homme, tu nourris ton côté féminin? C'est une bonne question. En affirmant déjà beaucoup plus ma sensibilité et en essayant de beaucoup plus speak up un peu. Et par exemple, ce projet que j'ai dans ma tête depuis quelques mois, ben c'est ce côté féminin que j'ai envie de mettre en lumière, tu vois. Dans ce podcast, on va parler comme je disais, de sujets dont beaucoup de femmes parlent, pardon. Mais, et de ne pas arriver en disant je suis un homme, je sais mieux que la femme. Non, pas du tout. C'est d'arriver avec ce côté masculin et te dire voilà mon point de vue et de pouvoir échanger sur ce que moi je ressens par rapport à ce sujet dont vous parlez. Tu vois. Donc, oui, cette sensibilité, mettre cette sensibilité en lumière à travers un projet comme celui-ci. Est-ce que tu pleures de temps en temps? Non. Et c'est très bizarre. J'ai pleuré. La seule fois où j'ai déjà pleuré dans ma vie. Sur le podium olympique, ils pleuraient tous, mais j'ai pas pleuré, moi. Ah non. J'ai pas pleuré. Mais non, toi, t'étais content puisque c'était la dernière. Oui, peut-être pour ça, mais j'ai pas pleuré. J'ai pleuré, je me souviens très bien, petit, j'ai pleuré devant la ligne verte. Ok. Voilà, donc... ok. Donc devant ce film, mais je sais pas pourquoi, parce que je pense que je déteste l'injustice. Mais après, non, je suis pas quelqu'un qui pleure. Et des fois, je comprends pas pourquoi je pleure pas. Je me dis, putain, mais je devrais
je devrais pleurer, tu vois. Là, je devrais être en train de pleurer, mais ça vient pas. Voilà. Tu me parles d'injustice. Qu'est-ce qui a créé chez toi ce besoin de contrer l'injustice à ce point? Il t'est arrivé quelque chose qui a fait que, ou c'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours, de détester l'injustice? Ça, j'ai en moi depuis toujours. Je pense même petit. J'aime pas quand on blesse les gens. J'aime pas quand les choses sont pas. J'utilise souvent ce mot juste, tu vois. J'aime bien trouver de la justesse dans les couples, dans les gens. J'aime bien sentir les choses justes. Et alors quand elles sont pas justes, j'ai envie de le dire, tu vois. Sauf que, est-ce que tu penses pas que le juste de quelqu'un n'est pas forcément le juste de quelqu'un d'autre? Sûrement. Enfin, oui et non. Des fois, je me rends compte que dans nos amis proches, et peut-être plus avec des amis proches, des femmes, j'ai l'impression de sentir des choses, dans le sens où je me dis ben, qu'elle est peut-être pas sur sa vraie... euh, Sur la bonne voie? sur la bonne voie, ou sa voie, on va dire. Et j'ai envie d'aider, mais tu peux pas. Alors, de nouveau, qui je suis pour arriver de dire que moi, je sais quelle est ta voie, tu vois. Mais j'ai envie des fois de dire ce que je ressens. Mais tu peux pas dire à quelqu'un ce que tu ressens vraiment si la personne vient pas te le demander. Certes, c'est un déclic qu'on est tous censés avoir à un moment donné si on veut aller dans cette direction-là, mais je pense, cela dit, que montrer que ta porte est ouverte, pas forcément en utilisant des mots, mais en te montrant disponible et toi-même ouvert à ce genre de discussion, bah, peut-être que ça peut en aider certains. Regarde, moi, je pensais pas que ce genre de discussion, j'allais pouvoir les avoir avec toi. Que du contraire. Ben oui, après, comme je dis toujours, les énergies sont bien faites et on devait sûrement se rencontrer pour créer ce projet-là. Et comme j'ai aussi dit, moi, j'ai envie d'éviter. Mon objectif aussi à travers ce projet, c'est à travers les interlocuteurs qui vont venir parler, parce que c'est pas moi qui vais parler, j'ai envie de trouver les bonnes personnes, des sujets qui vont représenter le sujet dont j'ai envie de parler. J'ai envie de pouvoir à travers ça éviter par exemple des femmes ou des couples ou des hommes qui se retrouvent à 40, 50 ans en disant mais qu'est-ce que je fous ici avec cette personne. En fait, c'est pas du tout la personne de ma vie, et de pouvoir éviter les gros échecs, les dépressions, les grosses remises en question, et pourquoi pas aider aussi dans l'avenir les jeunes à savoir plus vite qui ils sont, tu vois. Après, oui, la vie fait toujours que tu apprends au fur et à mesure des années qui avancent, mais de pouvoir, et c'est ce que dans l'éducation aujourd'hui, dans les écoles, j'ai l'impression qu'on manque, c'est qu'aujourd'hui, le schéma, il est très clair. Aujourd'hui, en Belgique, on te dit qu'il faut, quand tu finis tes humanités en général, parce que si tu dis que tu as fait des humanités en technique, déjà tu passes pour quelqu'un de pas normal. Et puis après, on te dit... C'est pour ça que je le mentionne jamais me concernant. Voilà, et c'est ce que j'ai fait, parce que j'étais en technique, j'étais en sport. Et puis on te dit qu'après les humanités, il faut aller faire des études à l'ICHEC, ou faire Sciences Éco à Louvain, parce que c'est les études. Et puis tu dois te retrouver chez Deloitte ou chez PwC, chez un des tout gros. Et que c'est ça la vie, tu vois. C'est ça qui te définit. En Belgique, c'est plutôt ce que tu fais qui te définit plutôt que qui tu es. Et puis tu te rends compte qu'après, il y a des gens qui sont là, qui étudient qui font ces études, et puis qui en fait se disent mais c'est pas du tout pour moi, et en fait on n'aide pas assez pour moi dans les écoles tôt même à savoir qui sont vraiment ces enfants, tu vois, et ce qu'ils veulent vraiment faire, qu'est-ce qui les excite, qu'est-ce qui les anime dans la vie. Après, ça fait sans doute partie de l'éducation à la maison aussi, de laisser de la place à tes enfants, à apprendre à se connaître et à s'écouter. Je pense que pour nous, notre génération, c'est pas forcément quelque chose qui était mis en avant non plus, d'entendre notre petite voix intérieure et de l'assumer. Ben non, parce que tes parents te disaient qu'il faut absolument faire des études. Qu'est-ce que tu vas pas... Allez, va faire ses études, tu sais pas ce que... Moi, je sortais des humanités et je savais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait marketing juste parce qu'il fallait avoir un papier. Et au finish, ce papier, je sais même pas à quoi il sert vraiment. Je suis pas sûr qu'avec ce diplôme de marketing, je vais rentrer dans une boîte aujourd'hui. Et je vais être très honnête, je ne me souviens même peut-être plus du tout d'un des cours que j'ai eu. Et pourtant, je l'ai fait en 3 ans. Et j'ai très bien réussi, mais... S'il y a quelque chose de particulier que tu auras envie d'apprendre à tes enfants, genre une priorité, ça serait quoi? J'ai juste envie
de tout faire pour qu'ils soient le plus heureux possible. Alors le mot heureux veut tout dire et rien dire, mais j'ai juste envie de les mettre le plus vite possible sur leur voie à eux, tu vois. Pour qu'ils soient le plus vite, le plus épanouis possible. Parce que quand tu es jeune comme ça, je pense qu'ils profitent de n'importe quoi de ce qu'on fait. Mais plus tard, j'ai vraiment envie qu'ils soient le plus vite eux-mêmes pour qu'ils aillent dans la direction dans laquelle ils doivent aller. Est-ce que... Dis-moi si je pose trop de questions. Tu en poses beaucoup, mais c'est bien. Dis-moi si... est-ce qu'il y a une zone d'ombre chez toi que tu n'as pas encore pu explorer? Ou une zone que tu peux pas encore expliquer ou définir? Qu'est-ce que tu appelles Est-ce que tu peux avoir de temps en temps des manières de te comporter ou des choses que tu vas dire qui viennent de quelque part chez toi qui est encore inexpliqué? Tu comprends ma question ou pas? Oui, oui. Bah, je reviendrai beaucoup à ce côté féminin très développé chez moi, tu vois. C'est encore une grosse part d'ombre, ce côté féminin, tu vois. Et cette ombre, j'essaie de peut-être la mettre en lumière maintenant. Mais j'ai peur, j'ai tout le temps peur, en fait. J'ai tout le temps peur. Je me dis, aujourd'hui, on va parler, on va créer ce podcast, mais peut-être que personne ne va écouter. Et au final, on m'a toujours dit, Elliot, fais-le. Ouais. Fais-le, et puis... Et là, je suis entièrement convaincu qu'en faisant des choses qui te ressemblent toi, ça amène toujours quelque part. Et donc, 100%. j'espère que ce podcast m'amènera où je dois aller, tu vois. Mais voilà. Je pense en effet que ton entourage fait beaucoup. Et je te l'ai dit aussi de le faire et que maintenant il faut y aller, il faut arrêter d'attendre. Parce que plus t'attends, moins ça va se passer. Plus tu vas trouver des raisons de ne pas le faire. Parce que je pense que ça, tu peux en trouver des raisons de ne pas le faire. Et je trouve ça beau que tu aies trouvé ta voie parce que je pense que tu l'as trouvée. Maintenant, cette voie, elle peut se transformer en plein de choses. Mais je sens que tu es à l'aise et que tu as envie d'exprimer beaucoup de choses. Donc ce podcast, c'est un peu ton livre à toi. C'est un peu ton terrain de hockey remasterisé. Du coup, ton prochain épisode, c'est quoi? Le prochain épisode, on va parler de l'homme, parce qu'il fallait commencer par un sujet pour moi assez fort, et un sujet en lien avec tout ce dont on a parlé là maintenant. Il y a un écrivain qui me parle énormément, que j'ai réussi à contacter, et c'est lui que... je ne sais pas s'il faut le dire ou pas pour garder un peu... Tu peux, c'est toi qui sais, c'est ton podcast. Non, mais il s'appelle Jean-Philippe de Tonac, il a créé un livre... il a écrit un livre sur la vulnérabilité, ça s'appelle Éloge la vulnérabilité de l'homme, et donc il parle justement de ce côté féminin blessé de l'homme, et donc c'est tout à fait en lien avec mon évolution, et c'est une personne extrêmement douée dans la manière de l'expliquer, et il était clair que parler de l'homme comme premier sujet, c'était inévitable. Écoute, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte d'entendre cette discussion et puis j'ai surtout hâte de voir comment ce projet va se développer pour toi. Je suis absolument confiante que des auditeurs, tu vas en avoir parce que je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde, autant aux hommes qui ont besoin de vérité, mais autant aux femmes qui ont besoin de peut-être en savoir plus sur l'homme de manière générale, afin de pouvoir vous aider et vous soutenir dans ce développement personnel qui est important. Donc, bravo pour cette première étape. Je suis très heureuse de l'avoir fait avec toi. Merci à toi. Merci. Il est derrière la caméra, mais merci à Anthony aussi qui a pris beaucoup de temps. Enfin, tous les deux, vous avez pris du temps et de la patience, surtout parce qu'avec moi, c'est assez compliqué toujours. Je vois pas de quoi tu parles. Mais non, je pense que heureusement que vous étiez là parce que ça m'a permis d'acter, tu vois. Donc merci à vous et très hâte de pouvoir enfin commencer et de tourner le prochain podcast dès la semaine prochaine et d'acter comme on a dit dans ce podcast. C'est parti, tu peux plus faire de demi-tour. Merci.